Bonjour à tous, c'est une marque de sport qui porte le nom d'une antilope sud-africaine. Reebok a été créé en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle, son siège est à Boston aux États-Unis et la marque est passée sous pavillon allemand en 2006, rachetée par Adidas. Bonjour Sandrine Retailleau, vous êtes directrice de Reebok France. Alors on a un petit peu du mal à vous suivre puisque vous étiez longtemps positionné sur le football et le tennis. Vous avez fait table rase de ce passé-là pour vous repositionner sur ce qu'on appelle le fitness. Alors ça va en gros du running au yoga. Pourquoi c'était plus assez rentable? Le foot et le tennis, ça coûtait trop cher? Je crois que vous avez dit un point très important, c'est que la marque avait besoin de clarifier son positionnement. C'est ce qui a été fait depuis 2 ans. Reebok a fait, j'allais dire, un retour vers le futur en se repositionnant sur le fitness qui fonde toute son histoire, puisque c'est l'ADN de la marque. C'est durant les années 80-90 qu'elle était leader dans le monde grâce au fitness. Et donc la volonté, c'est de revenir sur son cœur de métier. Alors, pardonnez-moi, mais c'est vrai que dans l'imagerie des quadragénaires, Reebok, c'est plutôt le foot, le tennis, plus ou au moins autant que le running. Pourquoi on fait table rase de tout ce segment de marché? Ça coûtait trop cher? Alors, c'est pas que ça coûtait trop cher, c'est qu'il y avait une vraie volonté aussi de clarifier le positionnement de Reebok par rapport à Adidas. Donc, il y a eu un vrai travail de complémentarité sur les territoires des deux marques. Et puis, il y avait bien évidemment une vraie légitimité à revenir sur le fitness, mais avec une nouvelle définition du fitness. C'est-à-dire que le fitness d'aujourd'hui, celui que Reebok est en train d'écrire pour son avenir, n'a rien à voir avec celui des années 80. Concrètement, quand Adidas met 3 milliards d'euros pour vous racheter en 2006, ils disent on va un petit peu redistribuer les portefeuilles de marques, les territoires, pour pas se cannibaliser concrètement. Donc maintenant, vous n'êtes plus sur le foot et le tennis parce que c'est Adidas qui le préempte et vous êtes sur d'autres marchés, c'est ça? On est sur le marché du fitness au sens large, donc comme vous l'avez dit, qui inclut le training, le running qui est au cœur de l'activité de fitness aussi, le walking et toutes les activités qu'on appelle chez nous studio qui incluent la danse, le yoga, donc des activités de fitness en salle, plus particulièrement féminines. Mais alors concrètement, ces marques-là, ces territoires, ces disciplines, c'est plus rentable que le tennis? Alors c'est extrêmement rentable dans la mesure où le fitness est une discipline qui explose dans le monde entier. Donc cette volonté de clarifier et de rationaliser le positionnement qui s'est opéré depuis 2 ans, elle arrive à un moment donné où le marché n'a jamais été aussi porteur. Quand on regarde les chiffres au niveau mondial, au niveau uniquement des corps pratiquants, donc ce qu'on appelle chez nous la Fit Generation, c'est 75 milliards en termes de business mondial et c'est 5% de croissance par an. Alors, pardonnez-moi, j'entends ce que vous me dites, mais ça n'aura jamais la notoriété spontanée d'une Coupe du Monde de foot ou de Jeux Olympiques. Pourquoi vous allez dans cette direction? Parce que concrètement, le ticket d'entrée est moins cher que de se payer des têtes d'affiche dans le foot ou dans le tennis? Le ticket d'entrée est différent, c'est-à-dire que notre démarche, elle est de travailler sur une génération qui est une clientèle extrêmement captive. Il faut savoir qu'en termes de pratique, le fitness est la pratique qui a le plus explosé dans le monde et en France. Notamment auprès des jeunes générations, c'est ce que vous dites? Toutes générations confondues. Nous, notre cœur de cible, c'est plutôt 25 ans, mais j'ai envie de dire en termes de mentalité. Mais toutes générations confondues, c'était la 23e pratique en France. Elle est passée 8e pratique de 2002 à 2012. Elle est maintenant 4e pratique. Donc c'est un marché exponentiel fabuleux. Et donc c'était tout à fait naturel que ce soit Reebok, la marque du fitness par excellence, qui capte ce marché. Alors, on le voit, vous avez un repositionnement un petit peu au gré à la fois des orientations celui qui a les capitaux d'Adidas et puis également de la concurrence. Concrètement, vous êtes distancé fortement toujours par Nike, Puma et Adidas. Comment vous survivez dans ce match-là où, on le sait, les enjeux sont extrêmement lourds? Je pense que la principale façon de survivre, comme on dit, c'est d'être justement très clair sur le territoire qu'on préempte. Donc le leadership du fitness, c'est l'objectif de Reebok. Et c'est en clarifiant les différentes catégories que l'on vise, que l'on va pouvoir justement gagner ce leadership, avec la volonté de s'appuyer sur des partenariats stratégiques. Donc on n'est plus dans une logique de sponsoring. Toutes les pratiques de fitness, que ce soit le training avec le crossfit ou le running avec la Spartan Race, donc les courses à obstacles, ou bien les activités de studio, s'adossent à des partenariats stratégiques. C'est-à-dire que, en tant que marque référente sur le fitness, on est avec les leaders sur chacune des pratiques du fitness. Combien on met pour sponsoriser, par exemple, un semi-marathon ou une course d'obstacles? C'est quoi le ticket d'entrée en France? Alors, on n'est plus du tout dans cette logique, puisqu'on ne sponsorise pas, à l'exception de quelques courses, des courses. On est dans des partenariats de longue durée. On a signé un partenariat stratégique avec CrossFit durant 10 ans. On est donc l'équipementier officiel des Games, qui sont les championnats du monde de CrossFit, ce qui permet de construire le développement de la pratique. CrossFit, en quelques mots, ça consiste en... Alors, CrossFit, c'est une activité qui a été créée il y a plus de 30 ans par un gymnaste universitaire, Greg Glassman, et qui est une pratique révolutionnaire du fitness, puisque ce sont des mouvements fonctionnels qui sont issus de l'haltérophilie, de la gymnastique
et également de l'athlétisme, donc que des fondamentaux, des mouvements fonctionnels qu'on fait tous les jours et qui sont réalisés à haute intensité dans des parcours de functional training encadrés par des coachs. Alors encore une fois, vous me dites que ça progresse, mais ça reste quand même un peu un marché niche. Pour répondre simplement à cette question sur, en gros, c'est votre axe majeur pour vous différencier de la concurrence, c'était trop compliqué d'aller chercher, en gros, Nike sur le foot et le tennis. Ils étaient trop loin, ils mettaient trop de sous, c'était trop dur pour vous. Et puis, encore une fois, c'est pas que c'était trop compliqué, c'est que c'était pas forcément ce qui était notre ADN et notre histoire et notre référence. Oui, mais pas dans la durée, pas dans... Quand vous signez en 2006 un gros contrat de sponsoring avec Thierry Henry, que vous le débauchez de Nike pour le faire venir chez Reebok, quand vous payez Shaquille O'Neal, basketteur de NBA, vous mettez des sommes conséquentes, c'est vos territoires originels. Ça a été sur une partie de l'histoire de notre territoire. C'était tout à fait légitime de laisser ce territoire à Adidas. Donc, encore une fois, la volonté était de clarifier au sein du groupe le positionnement réciproque de chacune de ces deux marques. Et Reebok, aujourd'hui... Ça a dû aussi susciter quelques réserves en interne, parce que, quelque part, Reebok, à Boston, ils ne sont pas dit, ils sont gentils, Adidas, mais ils nous rachètent, et puis finalement, on a plus notre mot à dire dans la stratégie. Quand on regarde les résultats depuis 2 ans, la clarification de la stratégie nous donne raison. C'est-à-dire que la marque, depuis 5 trimestres consécutifs, est en croissance. Le deuxième trimestre de l'année 2014, c'est un plus 10%. Donc on se rend compte que la clarification de ce positionnement est payante. Et je voudrais juste revenir sur un point, ça n'est pas un marché de niche. Quand on regarde la pratique du crossfit... Ça parle au grand public, le crossfit, que le foot, le rugby ou d'autres disciplines majeures. Quelques chiffres, le crossfit, les salles de pratique, c'était 1500 salles qu'on appelle box. Au moment où on a signé le partenariat, il y a un peu moins de 3 ans, 11 000 salles dans le monde à l'heure actuelle. Donc vous voyez à quel point le partenariat fait que Reebok accompagne l'explosion de cette pratique dans le monde entier. Le fitness, c'est 5 000 salles de fitness qui ouvrent chaque année dans le monde et c'est 5 millions de pratiquants en France. C'est la 4e pratique. Quand on ajoute les pratiques de fitness, de musculation et de gymnastique, c'est 1 personne sur 3 en France qui est concernée. Donc c'est pas du tout un marché de niche. Donc c'est un relais de croissance pour vous, on l'a compris, même si les sommes investies sont moindres aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Oui, mais le retour sur investissement est beaucoup plus payant et ça nous permet en plus d'innover en termes de gamme de produits en s'adossant avec ces partenariats stratégiques. On est au plus près des pratiquants, donc les coachs de CrossFit, les coachs de Les Mills, qui sont donc les leaders de programmes chorégraphiés de fitness. Donc ce partenariat stratégique aussi avec Les Mills nous permet de toucher 100 000 coachs dans le monde, 100 000 instructeurs. On est présent dans 80 pays et 15 000 salles de fitness. Retour sur investissement, reflet d'une époque. On vous a bien compris. Merci Sandrine Retailleau, à bientôt. Merci à vous.